Merci beaucoup pour cette aimable introduction, et merci à vous tous de m'avoir ici. Le titre de mon exposé, Les plantes essaient de vous tuer, ce qui est bien sûr un titre très provocateur, et c'est volontaire. Cela vise à faire réfléchir les gens, car, évidemment, cette communauté sait très bien à quel point les glucides peuvent être dangereux, comment ils nous transforment métaboliquement, physiquement et biologiquement, et peuvent causer beaucoup de dommages, mais nous devons également nous rappeler qu'il existe d'autres produits chimiques et toxines dans les aliments que nous consommons qui peuvent aussi nous nuire. Alors, réfléchissons à cela. Cours de botanique 101, les plantes sont des organismes vivants, et elles souhaitent rester des organismes vivants. Si vous les mangez, elles meurent, et elles ont donc des défenses, tout comme tout autre organisme vivant. Alors que les animaux peuvent fuir ou se défendre, les plantes ne le peuvent pas, et elles utilisent donc de nombreux stratagèmes, mais le poison est l'un de leurs principaux moyens de dissuasion. Elles utilisent ces produits chimiques de défense pour empoisonner les animaux qui tentent de les manger. Elles possèdent des centaines de toxines différentes ciblées contre différents animaux, insectes et agents pathogènes qui tentent de les consommer. C'est pourquoi la plupart des plantes dans le monde ne sont pas comestibles. Nous en avons une idée intuitive, si vous étiez perdu dans la forêt et que vous n'aviez plus de nourriture, vous ne pourriez pas manger n'importe quelle plante. La plupart vous rendraient très malade. Je ne pense pas que quiconque soit capable de distinguer les légumes dans cette image, n'est-ce pas? Vous devez donc savoir exactement quoi manger, et la raison en est la présence de ces produits chimiques de défense. Voici donc quelques catégories de la façon dont les plantes se défendent. Les lectines, par exemple, suscitent de plus en plus d'intérêt. Il existe des tonnes de types différents de lectines. Il y a 2500 plantes différentes que nous savons utiliser le cyanure. Il existe divers types de toxines, tels que les phytates, les tanins, les oxalates, les perturbateurs hormonaux, les inhibiteurs de nutriments, des substances qui vous rendent très sensibles à la lumière, et les solanacées, dont nous avons conscience depuis des milliers d'années, et pourtant, pour une raison quelconque, nous continuons à les manger. Donc, encore une fois, cours de botanique et de biologie 101, j'ai littéralement appris ça en 5e. Les plantes et les animaux sont engagés dans une course à l'armement évolutive. Les plantes deviennent de plus en plus toxiques pour que de moins en moins d'animaux puissent les consommer et assurer leur survie et leur prospérité. Et les animaux deviennent de plus en plus adaptés aux poisons spécifiques des plantes précises pour pouvoir les manger, survivre et prospérer. C'est ainsi qu'ils obtiennent leurs ressources alimentaires dédiées. Les koalas et les pandas suivent un régime très spécifique. S'ils consomment d'autres plantes, ils tomberont très malades. La façon dont je suis parvenu au mode d'alimentation que j'adopte aujourd'hui, qui se limite essentiellement à la viande et à l'eau, remonte à il y a 22 ans, lorsque j'étais à l'université de Washington à Seattle et que j'étudiais la biologie du cancer. Nous avons abordé comment les plantes utilisent des substances chimiques pour se défendre. Nous étudions cela sous l'angle des carcinogènes, et nous avions appris, il y a 20 ans, que les choux de Bruxelles à eux seuls contenaient plus de 136 carcinogènes humains identifiés. Et c'est pourquoi, les enfants et en fait personne n'aiment les choux de Bruxelles. Ce goût désagréable, ce goût amer, c'est votre cerveau et votre langue, qui sont des machines sophistiquées, qui vous signalent « c'est mauvais pour toi, recrache-le ». Et c'est ce que nous ferions naturellement en tant qu'enfants. Si vous donnez un morceau de brocoli à un nourrisson, il vous en voudra. Par contre, donnez-lui un morceau de bacon, et ses yeux s'illumineront. Nous apprenions donc que les champignons blancs avaient plus de 100 carcinogènes connus. Mais aussi épinards, choux frises, laitue, céleri, choux, concombres, brocolis, tous étaient littéralement présentés sur des pages, et chaque plante que vous avez déjà vue dans un magasin d'alimentation en contenait au moins 60 connues. Ces substances étaient très présentes. Nous disposons de recherches menées par le professeur Broussam de Berkeley dans les années 1980, qui ont approfondi ce sujet, et sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Nous étions bien entendu très surpris par cela, tout comme certains d'entre vous pourraient l'être en ce moment. Je me souviens avoir pensé dans ma tête. Mais les légumes sont quand même bons pour la santé? Non. Notre professeur, semblant lire dans nos esprits, nous a regardés et a dit « Je ne mange pas de salade. Je ne mange pas de légumes. Je ne laisse pas mes enfants manger des légumes. Les plantes essaient de vous tuer. » Et là, j'ai pensé « Bon, oublions les plantes. » J'ai arrêté et je suis allé au supermarché. Tout contient des plantes, ou a des plantes dans ses ingrédients. Je me suis donc mis à parcourir les rayons et j'ai vu des œufs et de la viande. Et je me suis dit « D'accord, je vais juste manger des œufs et de la viande. » C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et j'ai connu des avantages considérables pour ma santé. Je jouais au rugby professionnel pendant que j'étais à l'université et mes performances sportives ainsi que ma santé physique se sont améliorées de manière spectaculaire. La différence était flagrante, et je ressens toujours ces effets positifs 22 ans plus tard.
Plus tard, c'est ça la réalité, la plupart des plantes tueront la plupart des animaux. Ce n'est pas que certaines plantes sont toxiques et d'autres non, c'est que toutes les plantes sont toxiques. C'est juste que certains animaux ont évolué pour développer la capacité de se défendre contre des plantes spécifiques, mais s'ils mangent d'autres plantes, ils tomberont malades ou mourront même. Prenez les pandas et les koalas par exemple, ils suivent un régime très spécifique, très monotone dans la nature. Ils n'ont pas une vaste gamme d'aliments qu'ils consomment, mais des choses très spécifiques. Il existe 340 000 espèces de plantes dans le monde, les pandas en mangent une seule. Les vaches, les chevaux, les animaux de pâturage mangent des herbes et seulement certaines herbes. Les feuilles que mange une girafe sont différentes de celles qu'un gorille mange, qui sont différentes de celles qu'un cerf mange, et ainsi de suite. Si vous mélangez ces feuilles, ils tomberont tous malades ou mourront. Il existe une symbiose entre les plantes et les animaux, c'est évidemment une tendance évolutive dans l'écosystème. Vous avez des animaux qui coévoluent avec les plantes à grande échelle. Les grandes plaines et les prairies ont évolué avec les grands animaux de pâturage, ils travaillent ensemble de manière symbiotique. Mais vous pouvez aussi regarder les fruits. Eh bien, le fruit, la plante veut que vous le mangiez? Peut-être pas. En fait, ils veulent que quelque chose les mange, mais pas nécessairement vous, car certains animaux, lorsqu'ils ingèrent ces graines, permettent à celles-ci de germer dans leur intestin, ce qui profitera ensuite à la plante. Un bon exemple est l'oiseau casoar ici en Australie et ailleurs, qui mange environ 150 bailles et fruits différents. Ceux-ci vous tueraient tous et tueraient pratiquement tout autre animal qui les mangerait, car ces plantes veulent que l'oiseau casoar les mange, sinon leurs graines ne germeraient pas sans passer par son système digestif. Si les casoars quittent une région, ces plantes et arbres disparaîtront. On dit souvent, ne mangez pas les baies rouges. C'est quelque chose que les gens savaient instinctivement, identifier les baies rouges et se dire, ne les mangez pas. La plupart des fruits sont encore toxiques pour les humains. L'étude du professeur Broussam de Berkeley, publiée en 1989, a montré que les plantes et les légumes contiennent 10 000 fois plus des pesticides naturels que les pesticides industriels utilisés, qu'on mettait dessus. Ces pesticides naturels étaient beaucoup plus susceptibles de causer le cancer que les pesticides industriels, dans ce cas le daminozide ou l'alar, que l'on cherchait à interdire. Il disait c'est du poison, on doit nous débarrasser de cela et oui, c'est vrai, mais les épinards sont pires. Alors, il a à ce moment-là identifié 42 toxines différentes présentes dans une multitude de plantes. Tout ça trouve dans les rayons des fruits et légumes. Parmi ces 42 toxines, 20 se sont révélées cancérigènes chez les souris. 11 ans plus tard, lorsque j'ai suivi mon cours de biologie du cancer, nous connaissions déjà 136 substances rien que dans les choux de Bruxelles. Il y en a donc plus, même si nous avons parlé aujourd'hui de l'OMS qui pousse à la consommation de viande artificielle et de viande de laboratoire. Ils ont encore une page que vous pouvez consulter qui parle de toutes les toxines naturelles présentes dans les plantes. Ces toxines naturelles dans les aliments, comme ils les appellent, ne mentionnent rien qui existe dans la viande réelle, à l'exception des biotoxines aquatiques qui proviennent des algues. Les coquillages et poissons consomment ces algues, ce qui peut les rendre toxiques. C'est pourquoi il faut éviter les aliments provenant de ces zones. Ils parlent de différents types de substances comme le cyanure, les pyranocoumarines, les lectines, la solanine, les mycotoxines et bien d'autres. Il mentionne également les champignons toxiques. Réfléchissez à ça, nous mangeons des champignons, mais il existe plus de 10 000 variétés de champignons dans le monde. Combien d'entre eux ne vous tuent pas sur le coup ou ne provoquent pas une expérience mystique? Il y en a environ 5, non? Et pourtant, nous pensons que parce que ces 5 variétés ne provoquent pas de réactions aiguës de ce type, elles sont bonnes pour la santé, ce qui est, à mon avis, une hypothèse audacieuse pour votre santé. Les toxines naturelles peuvent entraîner divers effets nocifs sur la santé et représentent une menace sérieuse tant pour les humains que pour le bétail. Certaines de ces toxines sont extrêmement puissantes. Ce sont toutes des choses que nous consommons fréquemment. Il donne des exemples de ces substances, dont les effets indésirables peuvent aller d'une intoxication aiguë, de réactions allergiques à des maux d'estomac, de la diarrhée et même la mort, en passant par des problèmes de santé à long terme. Les conséquences incluent des effets sur le système immunitaire, reproducteur ou nerveux, ainsi que le cancer. Comme mentionné plus tôt aujourd'hui, les effets des mitochondries sur le cancer sont influencés par tous ces cancérigènes présents dans les plantes qui endommagent vos mitochondries. Passons à certaines catégories spécifiques, comme les lectines. Les lectines sont des protéines présentes dans de très nombreuses plantes, et elles ont diverses fonctions. Il existe également des lectines dans la viande animale, mais elles ne semblent pas causer de problème. Les lectines se sont probablement développées comme défense antipathogénique, et elles sont très anciennes, probablement pour lutter contre les pathogènes et les insectes, mais elles peuvent interagir avec d'autres formes de vie. Ces protéines peuvent se lier aux glucides, y compris ceux situés à la surface de vos cellules.
Ce sujet est de plus en plus étudié. Par exemple, le Dr Paul Mason a donné une excellente conférence sur les lectines lors de précédentes conférences Low Carb Down Under, et le Dr Gundry a écrit un livre entier intitulé The Plan Paradox, parlant de la toxicité des lectines, bien qu'il conclue que l'on devrait suivre un régime à base de plantes, ce qui n'est pas la conclusion à laquelle je parviendrai. Nous parlons beaucoup des glucides et de leur impact sur l'insuline, et comment l'hyperinsulinémie peut causer divers problèmes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que certaines lectines peuvent en fait se lier à vos récepteurs d'insuline et s'y attacher plus fermement que l'insuline elle-même, provoquant un effet insulinique plus important. Elles peuvent également se lier aux récepteurs de la leptine et à la leptine. La leptine est un signal de satiété qui est libéré par vos tissus adipeux et vos récepteurs de tension lorsque votre estomac est plat. Elle envoie un message à votre cerveau pour dire « Nous avons assez mangé, nous ne sommes pas affamés, nous avons assez d'énergie ». Si ce signal est bloqué, ce que fait également l'insuline, alors vous ne pouvez pas percevoir les signaux de satiété et vous finissez par trop manger, encore et c'est pourquoi nous mangeons trop. C'est une autre raison pour laquelle les personnes suivant un régime cétogène réduisent souvent naturellement la quantité de nourriture qu'elles consomment. Parfois, on observe que les lectines ont un effet. Lorsqu'on les élimine, les gens perdent du poids. Une étude a examiné des personnes ayant un apport calorique isocalorique, et il a suffi de retirer les lectines pour que toutes les personnes concernées perdent du poids, tandis que les autres ne perdaient rien. Cette perte de poids était significative. Les lectines sont également impliquées dans des maladies comme la maladie de Parkinson. Ils ont découvert que les lectines peuvent remonter le nerf vague, atteindre la substance noire et endommager les cellules, ce qui est considéré comme un facteur contribuant à la maladie de Parkinson. Pour démontrer cela, une étude réalisée en 2015 au Danemark a analysé toutes les personnes ayant subi une vagotomie herpes vague entre les années 1970 et 1990. Ils ont constaté que dans cette population, le taux de Parkinson avait diminué de 67%. Concernant les lectines, il y a aussi le gluten de blé, dont beaucoup en ont entendu parler. C'est une autre lectine qui se lie aux antigènes de surface des glucides sur vos entérocytes dans la paroi intestinale, pouvant ainsi les endommager et les détruire. Elle détruit également les jonctions serrées qui maintiennent littéralement ces cellules ensemble et offre une protection barrière contre l'entrée de substances indésirables dans votre corps. Lorsque ces jonctions sont endommagées, des bactéries et d'autres substances chimiques qui normalement ne pénétreraient pas dans votre système, comme les lectines, peuvent y entrer et causer toutes sortes de problèmes. Par exemple, les récepteurs de l'insuline et les lipopolysaccharides bactériens peuvent se lier aux récepteurs de type TOL, déclenchant une cascade inflammatoire. Par mimétisme moléculaire, ces éléments sont aussi impliqués dans les maladies auto-immunes. Ces lectines, en tant qu'agents étrangers, pénètrent dans votre corps, qui les rejette, et donc, ils les attaquent avec des anticorps. Certaines personnes génétiquement prédisposées ont parfois des antigènes de surface qui ressemblent à ces lectines et à d'autres objets étrangers. Cela crée alors un effet de débordement de ces anticorps qui commencent à attaquer vos propres cellules normales. Cela a été démontré dès les années 1800 par le Dr J.H. Salisbury, à qui l'on doit le nom du steak de Salisbury, qui a mené un projet de recherche de 30 ans sur la nutrition optimale pour les êtres humains et a écrit un livre entier intitulé The Relation Between Alimentation and Disease, qui traite de la relation entre la maladie et l'alimentation, ce qui correspond entièrement à mon argumentation. Cette idée a déjà été avancée, et il a constaté que, bien avant l'arrivée du sucre transformé, les personnes qui arrêtaient de consommer des plantes et suivaient un régime uniquement composé de viande et d'eau, essentiellement de la viande rouge et de l'eau, inversaient des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Cela se produisait un siècle avant que nous ayons des médicaments efficaces pour aider à traiter ces maladies qui étaient dévastatrices. Il a observé que les gens inversaient ces maladies. Aujourd'hui, des personnes partout dans le monde font de même. Certains connaissent peut-être Jordan Peterson, ou sa fille, Michaela Peterson, qui souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde juvénile très sévère et a subi 2 remplacements d'articulation de la cheville et de la hanche, je crois à l'âge de 16 ans. Elle a d'abord adopté un régime cétogène, éliminant de nombreuses toxines et en particulier les solanacées, et a obtenu de très bons résultats. Ensuite, elle a éliminé toutes les salades et est passée à un régime composé uniquement de viande et d'eau. Désormais, elle ne prend plus aucun médicament, elle a des enfants et est en bonne santé. Elle n'a plus eu aucune poussée inflammatoire. Elle a mangé de la salade une fois, ce qui a provoqué une poussée, et elle a décidé de ne plus jamais en consommer. Je trouve cela très intéressant. Il y a aussi les glycosides cyanogéniques, que l'on trouve dans des aliments comme le manioc, une racine très importante que nous aborderons également, ainsi que dans les amandes amères. Ils réagissent aux dommages lorsque vous commencez à les mâcher. Lorsque vous mastiquez une amande amère ou du manioc, cela libère du cyanure.
Normalement, il n'est pas présent dans les tissus sauf lorsqu'ils sont endommagés, c'est donc un mécanisme de défense. La racine de manioc peut être amère ou douce, et les deux variétés combinées représentent la troisième source de calories la plus importante dans les tropiques et la source principale de calories pour plus de 500 millions de personnes dans le monde. C'est donc une source de calories très importante, mais elle contient du cyanure. Le manioc amer peut vous tuer si vous le mangez à cause de la quantité de cyanure qu'il contient. Il doit donc être traité spécialement, et les agriculteurs cultivent le manioc amer parce que, s'ils ont des problèmes avec les herbivores qui mangent leurs récoltes, ces derniers ne toucheront pas au manioc amer car ils les tueraient. Toutefois, même après traitement, tout le cyanure n'est pas éliminé, et une exposition prolongée à des faibles doses de cyanure peut causer des dommages graves à la thyroïde et au système nerveux, et ce de manière très sérieuse. Nous n'avons pas cela comme aliment de base ici, mais les gens mangent des amandes sans réaliser que 400 à 800 grammes d'amandes peuvent représenter une dose mortelle de cyanure pour un adulte. Pourtant, nous en donnons aux enfants et elles sont vendues dans les supermarchés, ce que je trouve incroyable. Il y a aussi les amandes amères, qui sont en fait l'intérieur d'un noyau de pêche ou de prunier. Si vous le cassez, cela ressemble à une petite amande ratatinée, très amère à cause de la grande quantité de cyanure qu'elle contient. Une ou deux de ces amandes mastiquées peuvent libérer une dose mortelle de cyanure pour un adulte. Il existe des plantes qui causent une toxicité directe, comme la cigute, qui est bien connue pour sa toxicité. Elle contient un antagoniste des récepteurs GABA qui bloque ces récepteurs, provoquant des convulsions incontrôlables pouvant entraîner la mort en quelques minutes. Même une demi-feuille suffit à tuer un adulte. Des enfants qui ont fabriqué de petits sifflets à partir des tiges en Amérique ont été empoisonnés ou même tués. C'est extrêmement toxique. Les oxalates sont un sujet que beaucoup connaissent. Les oxalates causent des inflammations et des dommages dans votre corps. Ils se lient également aux minéraux et sont associés aux calculs rénaux. Les tanins peuvent bloquer les enzymes digestives, ralentir la croissance, à forte dose, provoquer des dommages aux reins ou une nécrose du foie. Les huiles de graines sont de véritables poisons. Dès qu'elles sont extraites de la plante, elles deviennent très instables, pro-inflammatoires et oxydatives. Il existe une corrélation directe entre l'augmentation de la consommation d'huile de graines et la hausse des maladies cardiovasculaires, contrairement aux graisses animales. J'ai lu un article intéressant des années 1970 où l'on avait constaté que les huiles de graines étaient d'excellents immunosuppresseurs, idéaux pour les patients subissant une transplantation rénale, car elles empêchaient le rejet du greffon. Cependant, le problème était que tous ces patients développaient un cancer, ce qui a contraint à abandonner cette pratique. Ensuite, il y a les perturbateurs hormonaux, qui portent bien leur nom, ils perturbent vos hormones. Les phytoestrogènes peuvent avoir un effet estrogénique sur votre corps. La semaine dernière, je parlais à quelqu'un dont le médecin oncologue, en raison d'un cancer du sein, ne voulait pas qu'elle mange de la viande rouge à cause des hormones qu'elle contient. Mais regardez cela, la viande rouge maigre issue de vaches traitées aux hormones contient environ 3,9 nanogrammes d'estrogène pour 3 onces, alors que les phytoestrogènes du soja dépassent le million de nanogrammes pour la même quantité. Donc, si on ne mange pas de viande, par quoi la remplace-t-on? Par des plantes qui contiennent encore plus de phytoestrogènes. Et pour donner un point de comparaison, une pilule contraceptive contient environ 35 000 nanogrammes d'estrogène, et une femme fertile peut produire plus de 100 000 nanogrammes d'estrogène par jour. Donc 3,9 nanogrammes ne font vraiment rien, donc cette question est sortie de son contexte et il est important de noter qu'elle est retirée de ce contexte. Il a été démontré que le soja réduit la reproduction chez les moutons, diminue le nombre de spermatozoïdes et peut perturber les ratios de vos hormones sexuelles. Les bloqueurs de nutriments tels que les tanins et les oxalates peuvent se lier à différents minéraux. Il existe également diverses substances qui empêchent vos propres enzymes de fonctionner correctement et de digérer vos aliments. Le soja et le blé contiennent tous deux des inhibiteurs de protéase qui bloquent la protéase de votre pancréas, l'empêchant de décomposer normalement les aliments biodisponibles comme la viande. La protéine présente dans les plantes n'est pas biodisponible. Prenez par exemple le blé. 80% de la protéine dans le blé est du gluten, qui est complètement inutilisable par notre organisme. Et la petite partie qui reste et qui est biodisponible et digérable est freinée par cet inhibiteur de protéase. Cet inhibiteur de protéase du blé stimule également le récepteur Toll-like, augmentant l'inflammation. La phytase et l'acide phytique, présents dans certaines plantes, se lient aux minéraux pour former des sels minéraux, empêchant ainsi votre corps d'absorber des minéraux comme le calcium et le magnésium. Cette liaison est indéfectible, et nous ne possédons pas la mécanique nécessaire pour rompre ces liens. Ainsi, lorsque nous consommons ces nutriments avec des substances telles que les oxalates, les tanins et la phytase, nous ne pouvons pas absorber et utiliser ces nutriments. Ce n'est pas parce qu'il est écrit sur l'emballage qu'un aliment contient une certaine quantité de nutriments que cela signifie qu'ils sont disponibles et accessibles pour vous.
Je pense donc que nous devons vraiment réévaluer nos apports journaliers recommandés AR. Il est crucial de savoir si ce que vous mangez change vos besoins réels en nutriments, vu que vous n'absorberez pas certaines choses. Tous ces AJR ont été développés à une époque où tout le monde mangeait un régime mixte. La fibre, il y a beaucoup à dire à son sujet, mais brièvement, elle peut être une barrière physique entre les enzymes et vos aliments, ce qui peut empêcher leur dégradation. De plus, il y a une barrière physique entre les produits de dégradation et la lumière de votre intestin, ce qui signifie que vous ne digérez et n'absorberez pas autant de nutriments lorsque vous consommez des fibres. Cela a été présenté comme une bonne chose dans les années 1980, disant que manger plus de fibres vous empêcherait d'absorber les nutriments, ce qui était censé être bénéfique pour perdre du poids. Je ne sais pas, cela ne me semble pas avoir beaucoup de sens d'un point de vue biologique évolutif. Cela ne vous donnerait certainement pas un avantage de survie de limiter la quantité de nutriments que vous obtenez des aliments. La plupart des animaux meurent de faim plutôt que de devenir obèses dans la nature. La photosensibilité est assez intéressante. Il existe différents furanocoumarines, que j'ai mentionnés précédemment, surtout dans la famille des agrumes et des carottes. Ainsi, des aliments comme les citrons verts, juste leur jus, contiennent ces furanocoumarines, et lorsqu'ils entrent en contact avec votre peau et réagissent à la lumière, ils s'activent et se lient aux protéines et à l'ADN, causant des dommages permanents. Il y a des cas d'enfants qui ont eu des brûlures au second degré simplement en pressant des citrons verts au soleil. Le céleri et les panais contiennent également ces composés qui rendent photosensibles. Le céleri en particulier peut provoquer une affection appelée dermatite du céleri, où les cueilleurs et manutentionnaires de céleri, en manipulant constamment de grandes quantités, deviennent très photosensibles et souffrent de graves problèmes. Ces brûlures, comme vous pouvez le voir ici, sont illustrées par des photos de moutons qui ont mangé des plantes qu'ils ne consomment normalement pas. Cela se produit surtout chez le bétail élevé en pâturage, et non chez les animaux sauvages qui savent instinctivement ce qu'ils peuvent manger. Lorsque le bétail n'a plus accès à sa nourriture habituelle, il peut ingérer des plantes inhabituelles et en souffrir, comme le montrent ces brûlures chez ces animaux. Les solanacées sont connues pour être nocives depuis des milliers d'années. On parle ici de plantes comme la belladone et le tabac qui produisent, entre autres, une toxine appelée solanine. Pourtant, nous consommons régulièrement des pommes de terre, des tomates, des aubergines, des poivrons et des capsicums, qui sont toutes des solanacées produisant de la solanine. Ce que nous avons oublié lorsque nous avons adopté l'utilisation de ces plantes provenant des Amériques du Nord et du Sud, c'est que les populations qui les consommaient dans ces régions étaient pauvres et n'avaient pas vraiment accès à la viande, donc ils devaient en consommer pour survivre. De plus, ils préparaient ces aliments de manière très spécifique. Les tomates, par exemple, contiennent beaucoup plus de solanine lorsqu'elles sont vertes, il fallait donc attendre qu'elles soient mûries sur la vigne, puis les blanchir, retirer la peau et enlever les graines, car c'est là que se trouve la plus forte concentration de ces poisons. Pour les pommes de terre, on les pelait, car la peau contient également une grande partie des nutriments et vitamines, mais aussi des toxines. La peau sert de protection contre les agressions extérieures. Beaucoup ont grandi avec un parent leur disant qu'il fallait conserver les pommes de terre dans un placard sombre et les jeter lorsqu'elles devenaient vertes, car cela signifie qu'elles sont toxiques et contiennent un niveau dangereux de solanine. Les germes et les racines posent le même problème et il faut couper l'œil entier ou jeter cette pomme de terre. Apparemment, certaines personnes n'ont pas eu cette recommandation, car chaque année, environ 70 personnes meurent encore d'empoisonnement après avoir consommé des pommes de terre. Voici une image d'un jardin en Angleterre où sont cultivées et regroupées de nombreuses plantes très toxiques, au point que s'approcher trop près de ces plantes peut être mortel en raison des substances chimiques qu'elles libèrent. En fait, certains des gardiens de ces haies. Un jardinier en est déjà mort après avoir été exposé à l'une de ces plantes. Et, pour revenir aux lectines, la ricinée est une autre lectine. C'est un poison extrêmement mortel qui provient de la peau des graines de ricin. Quelques milligrammes suffisent à tuer quelqu'un de manière infaillible. Alors, oui, les plantes contiennent des nutriments, elles sont des êtres vivants et possèdent des substances bénéfiques pour d'autres organismes vivants, mais cela a un prix et ces nutriments ne sont pas aussi biodisponibles qu'on le pense. C'est pourquoi je pense que nous devons revoir nos apports journaliers recommandés AR. L'histoire est très différente lorsqu'on exclut ces bloqueurs de nutriments et perturbateurs digestifs. Les AJR pour quelqu'un suivant un régime cétogène ou à base de viande seront très différents des recommandations habituelles. Est-ce que les plantes contiennent des nutriments essentiels vitaux que l'on ne peut pas obtenir de la viande? Non, elles n'en contiennent pas. Et nous avons d'innombrables exemples tout au long de l'Antiquité, mais aussi des exemples contemporains. Les Masaïs, les Inuits, les Nénés et tous nos ancêtres ont survécu à des âges glaciaires et à des périodes sans accès à une grande variété de plantes, en se reposant principalement sur un régime à base de viande. Ils s'en sortaient très bien. Je suis moi-même ce régime depuis des décennies, et d'autres le suivent depuis encore plus longtemps,
même venant d'un contexte européen occidental. Est-ce que cela cause des dommages? Oui, je pense que oui. J'espère avoir rendu ce point clair pour vous, car il y a des milliers et des milliers de produits chimiques de défense différents que ces plantes utilisent, et nous n'avons qu'effleuré la surface de ce sujet. Mais ces produits existent bel et bien. Pourquoi est-ce important pour nous, en tant qu'êtres humains et plus spécifiquement pour les médecins? Le fait est que ces produits chimiques de défense causent une charge importante de dommages et de maladies dans la population, et nous ne les traitons pas comme tels. Nous pensons, oh, c'est une maladie, nous devons traiter la maladie, sans reconnaître qu'il s'agit d'une toxicité que nous devons éliminer et laisser le corps guérir naturellement. Nous passons outre et nous disons, voici tous ces traitements, sans réfléchir à la cause profonde. Je suis sûr que personne ici ne dirait que le diabète de type 2 est causé par une carence en metformine, n'est-ce pas? Nous devons donc chercher ce qui en est la cause. Et je pense que ce sont ces toxines. En élevage animal, nous connaissons cela depuis longtemps. De nombreuses maladies sont directement attribuées à l'animal qui mange la mauvaise chose, comme la paralysie linguale, le big head, le syndrome de la vache folle, entre autres. Nous reconnaissons que ces problèmes viennent de l'ingestion d'aliments inappropriés. Je pense qu'en tant que médecin, nous devons maintenant reconnaître que beaucoup de nos maladies chroniques sont en réalité des toxicités liées aux plantes. Ce que je soutiens, c'est que les soi-disant maladies chroniques que nous traitons ne sont pas des maladies à proprement parler, mais des toxicités et des carences nutritionnelles, une accumulation toxique due à un régime inapproprié et un manque de nutrition spécifique à l'espèce. Trop de plantes et pas assez de viande, c'est ce que j'appelle la théorie des toxines pour expliquer les maladies modernes. Je pense que nous abordons cela de la mauvaise manière et que, parce que nous l'abordons de la mauvaise manière, nous obtenons des traitements erronés. Si vous faites un mauvais diagnostic à l'hôpital, vous commencez un traitement inapproprié qui ne va pas aider le patient, mais lui nuire. Et je pense que c'est ce que nous faisons, ce qui explique pourquoi nous n'obtenons pas de bons résultats, même si nous avons dépensé des milliards pour traiter ces maladies, qui ne font qu'empirer. Je pense que c'est parce que nous les examinons sous un mauvais angle. Comme le disent les médecins depuis 50 ans, assurez-vous de manger vos légumes. Je dirais plutôt, ne mangez pas vos légumes, ou du moins, réfléchissez à ça. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Thank you very much.